Et si j'avais que 2 minutes pour faire un croquis, peindre les sentiments, en clair-obscur, un peu de lumière dans l'obscur, ça se voit toujours, comme dans la couleur des émotions. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, on va parler de l'émotion ce soir, des émotions, de l'émotion et de la stratégie des émotions avec Anne-Cécile Robert. Elle est spécialiste de l'Afrique et des institutions européennes. Elle est journaliste au monde diplomatique et professeure associée à l'Université Paris 8. Elle a notamment publié Afrique au pluriel, année 0, chez l'Atlante 2008, et avec André Bellon, Un totalitarisme tranquille, la démocratie confisquée, chez Sileps en 2001. Là, on l'accueille pour la stratégie des émotions chez Lux Éditions aux lettres libres. Bonsoir Anne-Cécile Robert. Bonsoir. Alors, avec une préface d'Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est cet avocat qui s'est rendu célèbre en défendant des causes parfois très difficiles et qui a fait plusieurs déclarations qui s'alarmaient justement de l'empire des émotions et de la manière dont ça perturbait les procès. Et donc, quand j'ai écrit le livre, j'ai immédiatement pensé à lui pour rédiger une préface, ce qu'il a fait bien volontiers, je le remercie d'ailleurs. Et donc il écrit « Ce livre est dangereux, il nous rappelle que la liberté n'est pas une facilité et nous met en garde contre l'émotion qui génère dans l'excès une dictature qui nous tient tous dans un formatage panurgique. Panurgique, comme le mouton de Panurge. Voilà, formatage panurgique, la formule est jolie, et effectivement l'émotion a une fonction un peu de contrôle social, elle nous oriente et surtout elle nous incite à suivre des mots d'ordre, des mouvements qui ne sont pas forcément réfléchis parce qu'on est emporté justement par notre émotion et qu'on n'a pas forcément le temps de la mettre en perspective et de réfléchir. Et du coup, effectivement, on va peut-être suivre des mouvements que si on avait pris le temps de réfléchir un petit peu, on n'aurait pas suivi. Alors, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes qui est d'actualité, c'est un mouvement émotif ? Alors, la colère est une émotion, certainement. Il y a différentes sortes d'émotions. Il y a la peine, la tristesse, peut-être le sentiment amoureux, des choses comme ça. Mais la colère est une émotion et elle peut effectivement inciter à l'action. Ce qui n'est pas forcément le cas des émotions qu'on voit par exemple lors des faits divers ou des marches blanches qui ont plutôt un effet anesthésiant un peu fataliste. Alors la marche blanche dans votre livre, vous la comparez un peu aux processions du Moyen-Âge. Il y a effectivement un rappel de ces mouvements qu'on pouvait connaître il y a quelques centaines d'années, où les gens accablés par les événements, que ce soit des événements climatiques ou des guerres, éprouvaient le besoin de faire ressortir leur angoisse, leur inquiétude par des processions qui avaient parfois la fonction d'exorciser les peurs et qui n'avaient pas pour objet de revendiquer quoi que ce soit. C'était pas des manifestations comme des manifestations syndicales. Et effectivement, il y a quelque chose de ça dans les marches blanches d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des marches qui ne sont pas revendicatives, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de slogan, on ne demande rien. On est juste ou simplement dans la communion avec les victimes et la famille de la victime. Oui, quelquefois on a la photo quand même de la victime. Voilà, donc il s'agit d'exprimer une solidarité, il s'agit de partager un moment de tristesse, mais on n'en veut à personne, on ne revendique rien, on ne demande rien. Les marches blanches sont d'ailleurs souvent silencieuses, voire mutiques, avec des petites bougies, avec une mise en scène un peu, les t-shirts blancs, les ballons blancs. Donc on est vraiment dans quelque chose de complètement apolitique, non revendicatif, basé sur l'extériorisation de la souffrance. De l'émotion. Oui. Et à ce titre, ça nous interroge parce que normalement dans les sociétés développées,
ou les sociétés modernes qui sont les nôtres, on pourrait imaginer qu'on n'a pas forcément besoin de faire ce qu'on faisait au Moyen-Âge et qu'on est dans des démocraties, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on revendique, on se manifeste, on va voter, on va interpeller les élus, on organise une réunion à la mairie, on crée une association, on va demander plus de moyens pour la justice, on va critiquer les violences policières, ça. Et au lieu de faire ça, on est dans quelque chose qui est finalement assez passif. La marche silencieuse qui renvoie finalement chacun à sa peine et pas à l'idée de construire quelque chose ou de protester contre quelque chose. C'est une communion quand même. Alors c'est une communion et à cet égard c'est tout à fait respectable. Quand il y a un fait divers, une dame qui a été assassinée, un enfant victime d'un pédophile, il est complètement normal, humain, qu'on aille exprimer sa solidarité avec la famille de la victime et qu'on manifeste notre tristesse. Ce qui est perturbant, c'est le caractère systématique de tout ça, son caractère théâtralisé et aussi son caractère ostentatoire. On n'a pas toujours fait ça. Les marches blanches, d'ailleurs, sont un phénomène assez récent, il y a une vingtaine d'années. Auparavant, quand il y avait un incident, un phénomène tragique comme ça, la mort de quelqu'un, un crime odieux, on allait voir la famille de la victime, on mettait un mot dans la boîte aux lettres, on faisait des choses de manière plus discrète. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de manifester de manière aussi ostentatoire et de manière aussi apolitique cette souffrance? C'est quand même extrêmement étonnant. Est-ce que c'est pas parce que finalement on va déposer sa propre souffrance sur d'autres sujets et que ça permet justement de déposer sa propre souffrance? On a sans doute, parce que, et vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont extrêmement violentes, oui. Besoin d'exprimer la souffrance. Il y a une violence sociale quotidienne, le chômage, la misère, le déclassement qui n'est pas un sentiment, contrairement à ce que disent les médias dominants et les hommes politiques, c'est une réalité pour beaucoup de gens qui voient leurs conditions sociales se dégrader de mois en mois, d'année en année. Il y a une espèce de souffrance sur laquelle on a l'impression de ne pas avoir de prise. On a l'impression qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'il y a plus de grands récits historiques, il n'y a plus de grandes idéologies, la vie politique est affadie. Donc effectivement, on est assailli par la souffrance et peut-être qu'on a besoin de l'extérioriser. Je repense à, je ne sais plus comment il s'appelle, cet homme dont on a retrouvé la joggeuse là. Jonathan Daval. Oui, donc ce fameux Jonathan Daval qui exprimait une émotion devant les caméras et qui quelques mois plus tard explique que finalement c'est lui qui a tué sa femme. On est vraiment dans un scénario fou. On est en train de, pour les gens qui regardent ça, tous les gens se sont manifestés, personne ne pouvait penser que c'était lui qui avait fait le coup. Et quelques temps après, c'est une mise en scène. Avec l'affaire Jonathan Daval, on voit effectivement ce que l'empire des émotions peut avoir d'absurde, parce que il ne s'agit pas de critiquer les émotions. Les émotions sont nécessaires, importantes, on en a besoin. Il s'agit de s'interroger sur la place qu'elles occupent aujourd'hui au détriment de la raison. C'est-à-dire ce qui est problématique, c'est quand les émotions remplacent au mauvais moment, au mauvais endroit, la raison. Et dans l'affaire Jonathan Daval, on a un exemple typique de ça, puisqu'on était tellement emporté par l'émotion, parce que le crime était odieux, cette pauvre femme qui meurt, le corps est brûlé, qu'on a oublié d'exercer notre esprit critique, qui aurait dû nous conduire à dire, voilà, parmi les suspects possibles, il y a le mari, ce qui est quand même un phénomène classique. Si on se souvient tous du lieutenant Colombo, ça fait partie des scénarios typiques, on s'aperçoit que c'est le mari, le cousin ou le frère qui a commis le crime. Mais là, comme on est dans des sociétés qui se basent sur l'émotion, on oublie d'exercer notre réflexion, notre esprit critique, et donc là, en l'occurrence, on a oublié que le mari pouvait être l'assassin, et on a tous marché derrière lui, qui était en larmes, par exemple. Alors, peut-être qu'il était vraiment triste, c'est pas... N'empêche que... Oui, mais si on revoit les photos, moi je me suis pas trop intéressée à les faire, je me suis intéressée à la faire à la deuxième partie. Et quand je regarde les photos de l'enterrement, il est triste, il fait des grimaces devant le cercueil de sa femme, mais c'est peut-être simplement parce qu'il se reproche aussi de l'avoir tué. Donc on peut pas savoir, on peut mettre ce qu'on veut, c'est pour ça que je dis que c'est un véritable
c'est une scène de théâtre. On peut mettre ce qu'on veut sur les photos aussi. Et c'est pour ça que les émotions sont trompeuses. Souvent, on a l'impression que quand on ressent une émotion ou quand on constate une émotion, on est dans la vérité. Et que c'est forcément vrai. Quelqu'un qui pleure, c'est forcément quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui souffre, qui vous dit qu'il souffre, il souffre forcément. Oui, sans doute, mais les émotions peuvent être parfois trompeuses. Et en l'occurrence, un assassin peut sincèrement éprouver de la peine de ce qu'il a fait. Et donc peut-être que les larmes de Jonathan Daval, s'il s'avère à la fin que c'est vraiment lui qui a tué son épouse, peut-être qu'elles étaient sincères, peut-être qu'il est vraiment triste. Ça n'empêche pas, et ça n'enlève rien à la gravité de ce qu'il a fait, au caractère odieux du crime et à sa culpabilité. Alors là, vous dites, ainsi le bain lacrymogène dans lequel la société est plongée servirait les desseins des gouvernants qui y voient le moyen de noyer la colère que les échecs et l'impuissance des politiques pourraient susciter chez les citoyens. Ça, c'était en introduction de votre livre. Ça permet justement de ne pas voir ce qui se cache en dessous. Il n'y a pas que les émotions avec ce jeune homme-là, mais il y a aussi les émotions qu'on va trouver avec le Bataclan ou des très gros problèmes. Donc on joue sur l'émotion et on ne regarde pas ce qui est caché en dessous, les causes du Bataclan ou les causes de la guerre en Syrie ou de ce petit garçon qu'on montre partout qui est mort. Là. On ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Pendant qu'on pleure, effectivement, on ne fait pas autre chose par définition. Surtout qu'on est parfois fasciné par sa propre douleur et par ses propres larmes. Et donc pendant qu'on pleure, on ne réfléchit pas. Pendant qu'on pleure, on n'est pas dans l'interrogation, la mise en perspective. Et typiquement, après les attentats qui ont eu lieu en France en 2015 et 2016, on a eu des mises en scène publiques avec une cérémonie aux Invalides, qui était sans doute nécessaire parce que le crime était particulièrement odieux. Il fallait effectivement qu'il y ait un geste politique. Mais pendant qu'on était aux Invalides, pendant qu'on était en train de faire ces cérémonies, on n'a eu aucun débat sur l'origine de ces attentats, dont on sait qu'en grande partie ils ont été fomentés en Syrie. Et donc on a intérêt à avoir une réflexion et un débat non seulement sur ce qui se passe en Syrie, mais sur la politique étrangère de la France en Syrie. Parce que pourquoi la France est-elle devenue une cible ? Pourquoi quel est le lien entre notre politique étrangère, notamment en Syrie, et les attentats ? On a eu à peine des débats sur la faillite des services de renseignement. Mais ça aussi, ça aurait mérité des interrogations. Comment se fait-il que nos services de renseignement, qui sont parmi les meilleurs du monde, n'aient pas vu que des attentats de cette ampleur allaient être commis ? Et ça, effectivement, l'émotion, l'empire de l'émotion vient écarter tous ces débats qui seraient pourtant extrêmement utiles, ne serait-ce que pour empêcher que des attentats ou des crimes ou des événements comme ça se reproduisent. Alors la population est débordée, devant une émotion, ça déborde. Les politiques avaient presque la larme à l'œil dans leurs photos souvenirs, tous alignés là. Parce que les politiques maintenant ont le droit de pleurer et ça fait bien de pleurer aussi. L'empire de l'émotion n'est pas une personne, et pas plus les hommes politiques. Si, Emmanuel Macron, on ne l'a jamais vu la larme à l'œil. Alors peut-être que lors de son itinérance mémorielle sur les champs de bataille de 14-18, une émotion fugace l'a saisi. J'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, on pourrait dire que François Hollande avait la larme facile. Voilà, François Hollande avait la larme facile, mais l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de 14-18 en novembre dernier, c'était aussi quelque part l'empire de l'émotion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la guerre de 14-18. Oui, on n'en dit rien. Alors, on n'en dit rien. Pendant qu'on pleure sur les poilus, effectivement, pendant ce temps-là, on réfléchit pas et on raconte pas. La guerre de 14-18, c'est une guerre qui a été voulue au sommet de la France et de l'Allemagne pour régler des comptes en matière coloniale, en matière économique. Et pendant qu'on emmène les gamins des écoles sur les chantiers, dans les tranchées ou sur les traces des champs de bataille, qu'on leur fait lire les lettres de Poilu, on leur explique pas comment à un moment donné les responsables politiques en France et en Allemagne ont pu souhaiter une guerre, comment ils ont pu mener jusqu'à son terme un projet aussi ignoble. Donc on était aussi quelque part dans la stratégie de l'émotion. Et pour les responsables politiques, l'émotion devient le paravent de l'impuissance ou du refus d'agir.
hein. Quand les responsables politiques se mettent en scène en train de pleurer parce qu'ils nous racontent leur vie privée, qu'ils nous racontent des souvenirs d'enfance, eh bien, ils ne nous racontent pas leurs projets politiques, ils ne nous expliquent pas pourquoi ils ne sont pas en mesure de résoudre certains problèmes, pourquoi ils refusent peut-être de résoudre certains problèmes. Je pense à la question migratoire, hein. Tous les responsables politiques nous disent « Ah mon Dieu, mais c'est horrible, tous ces gens qui meurent en Méditerranée ». Mais une fois qu'ils nous ont dit que c'est horrible, ils ne font rien, ou pas grand-chose. Mais il y a l'ONU avec le pacte de Marrakech qui est en train de se créer, et ça suscite une immense émotion aussi, puisqu'il semblerait que ça ait déjà été signé en avril 2018 à l'Assemblée nationale. Je dis bien il semblerait. C'est un pacte, si j'ai bien compris, hein, c'est un pacte qui a été signé aux Nations Unies. Qui a été validé par la France. Et qui devrait entrer en vigueur en France. Mais apparemment, c'est pas un pacte obligatoire, hein, ça serait simplement une déclaration sur l'immigration. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est des grands mots, un texte déclaratoire, voilà, c'est comme ça qu'on dit, mais qui n'aurait pas forcément de valeur obligatoire, si j'ai bien compris. Hein. Oui, sauf qu'il y a très peu de pays qui le signent en Europe, et que les pays qui l'auront signé, après, se verront par l'ONU un peu disputé ou un peu... Voilà, il y aura une pression. Il y aura une pression politique, effectivement, donc c'est des choses à surveiller. Ça crée une émotion. On était sur la guerre de 14-18, on pourrait parler aussi de ces enfants qu'on emmène se faire des selfies devant l'entrée des camps de concentration à Dachau, c'est-à-dire ce qui est devenu l'histoire, et c'est dans votre livre. C'est vrai que ça m'a étonné qu'on puisse se prendre en photo comme devant la Tour Eiffel avec marqué Dachau derrière. C'est un peu l'effet pervers du devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire qui est très utile parce qu'effectivement il faut se rappeler, notamment les crimes, la Shoah, il faut absolument se rappeler de ça. Mais si on en reste au niveau de la mémoire, là c'est pareil, on va être dans le ressenti de l'atrocité, on va pas forcément être dans la compréhension et le décryptage. C'est pour ça que dans le livre, je m'interroge sur la nécessité d'un devoir d'histoire plutôt qu'un devoir de mémoire, parce que ce souvenir n'implique pas forcément qu'on comprenne. Et ces gens qui font des selfies devant les ruines des camps de concentration montrent bien qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Et pourtant, ça fait des années, voire des décennies, qu'on explique ce qui s'est passé, les atrocités qui ont été commises dans les camps de concentration. Mais si on ne fait pas un devoir d'explication, un devoir d'histoire, déjà on ne permet pas aux gens de comprendre, et puis du coup, on prend le risque que ça se reproduise, parce que les gens vont pas forcément faire le lien, ils vont se dire, bon ben voilà, c'était il y a 70 ans, c'était des Allemands d'un côté et des Juifs de l'autre, ils vont pas forcément dire, ça pourrait être, je sais pas moi, des Français et des Arabes aujourd'hui, parce que la mémoire n'entraîne pas forcément une déclinaison en termes de concepts transposable d'une époque à l'autre. Donc il me semblerait, à côté du devoir de mémoire, important qu'on construise un devoir d'histoire qui soit sujet à débat, c'est-à-dire que les historiens aient les moyens de travailler. Il n'y a pas assez de moyens, sans doute, dans les études d'histoire, et qu'ensuite on en discute et on en débatte collectivement pour savoir les conséquences qu'on en tire pour empêcher que des atrocités ne soient commises à nouveau dans l'avenir. Il faudrait qu'à l'école, on ne retire pas des heures d'histoire aussi, puisque l'histoire est pratiquement plus enseignée dans les écoles. Alors souvent, quand il y a des réformes de l'éducation nationale, on attaque en premier les heures d'histoire, les heures de philo, les matières qui permettent de réfléchir. Donc effectivement, on peut inviter nos concitoyens à être attentifs dès qu'il y a une réforme, à regarder les choses qui sont supprimées, en particulier les matières qui font réfléchir, l'histoire, la philo. Alors toutes ces commémorations, finalement, toutes ces commémorations, ça sert à quoi? Ça sert à en remettre une couche? Alors, moi je suis pas forcément hostile aux commémorations parce que il y a commémoration et commémoration. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler les commémorations lacrymales. On parlait de 14-18 tout à l'heure, mais on a une propension à commémorer des atrocités en étant au plus près de la souffrance, en étant au plus près de ce qui fait mal, et quelque part au plus loin de ce qui permet de faire réfléchir. Et si on va plus loin, on s'aperçoit qu'on a une tendance à commémorer les événements négatifs, mais pas à commémorer les événements positifs. C'est le gars de la guerre de 14, on a très très bien commémoré son début, et on a très peu commémoré la fin. 2018, moi j'étais très étonnée qu'on commémore un début de guerre.
Effectivement, parce que on est dans un tropisme, un prisme qui nous fait voir le côté négatif de l'histoire au détriment de ce qui serait positif et constructif. On se concentre sur ce qui va nous culpabiliser, sur ce qui va nous rendre tristes, dans une logique qui finalement nous rend fatalistes et passifs. Tout ça nous rend fatalistes et passifs. Je suis par exemple étonnée qu'on commémore pas plus les hauts faits de l'histoire de France du type, je sais pas, 14 juillet 1789, quand le peuple prend la Bastille. C'est un événement extrêmement positif qui montre que le peuple est capable de se soulever pour sa liberté. Aujourd'hui, on a le jour férié le 14 juillet, mais... Et si j'avais que 2 minutes pour faire un croquis, peindre les sentiments, en clair-obscur, un peu de lumière dans l'obscur, ça se voit toujours, comme dans la couleur des émotions. Tu vois le tableau ? Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, nous sommes toujours avec Anne-Cécile Robert et nous parlons de la stratégie de l'émotion. Anne-Cécile Robert, on fêtait à Paris le 14 juillet, on faisait des bals partout. Maintenant, le 14 juillet, c'est un défilé militaire, plus de balles. Et c'est un défilé militaire, c'est inverser le... Le 14 juillet, effectivement, a été réduit à une grosse cérémonie bien pompeuse par ailleurs, alors qui peut avoir un aspect positif dans la mesure où, politiquement, le défilé militaire devant le chef de l'État a pour objet de symboliser la soumission de l'armée au pouvoir politique. Donc il y a un aspect positif. L'armée, en défilant devant les officiels et devant le chef de l'État, mais aussi la représentation nationale, reconnaît sa soumission au pouvoir politique. Mais à côté de ce symbole, vous avez raison de souligner qu'on a réduit un événement populaire et festif à sa dimension militaire, et que c'est tout à fait dommage, parce que du coup ça prive la population d'une partie de sa propre histoire, qui est une histoire à la fois glorieuse, joyeuse, positive, et aussi émancipatrice. Quand on prend la Bastille, c'est pas pour rigoler, on la prend parce qu'on veut abattre un symbole de l'oppression royale, et le symbole politique du 14 juillet 1789, c'est l'entrée du peuple dans l'histoire. Ce jour-là, le peuple français devient un peuple majeur, qui devient acteur de son histoire, acteur d'une histoire qui va être par ailleurs une histoire démocratique et républicaine. Je serais curieuse de savoir à quel moment ils ont pris le 14 juillet pour faire un défilé militaire, parce que ça fait très longtemps. Alors déjà, il y a un débat, en fait ce n'est pas le 14 juillet 1789 qu'on célèbre, c'est le 14 juillet 1790. C'est-à-dire 1 an après la prise de la Bastille, les révolutionnaires avaient organisé la fête de la Fédération, pour symboliser l'unité du peuple. Et donc des délégations de toutes les provinces sont venues à Paris au Champ de Mars, et il y a eu une grande cérémonie festive en présence du roi, qui a prêté serment sur la Constitution, et puis tous les corps constitués ont prêté serment. Et après il y a eu une grande fête populaire. Et c'est la Troisième République qui a choisi le 14 juillet comme fête nationale. Il y avait une hésitation avec le 22 septembre, proclamation de la Première République en 1792. Donc c'est déjà un choix intéressant. Ils ont écarté le 22 septembre 1792, proclamation de la Première République, au profit du 14 juillet. Et deuxième chose intéressante, c'est pas le 14 juillet 1789, prise à la Bastille, donc entrée du peuple dans l'histoire, qui est choisi, c'est le 14 juillet 1790, fête de la Fédération, c'est-à-dire la fraternité, qui est intéressante effectivement comme symbole, mais c'est pas tout à fait la même chose que la prise de la Bastille, où on a un vrai événement politique et émancipateur. Alors après, quand est-ce qu'on s'est mis à faire un défilé militaire ? Alors là, il faudrait regarder. Je me souviens qu'il y a eu un défilé en 1918, ça c'est sûr. Ah bon ? Il y a eu un défilé en 1918. Mais est-ce qu'il était lié effectivement à la guerre elle-même, ou est-ce que c'était... Donc il faudrait effectivement regarder, c'est intéressant, effectivement. Parce que ça crée de l'émotion, les gens sont sur les Champs-Élysées... c'est rediffusé à la télévision, comme la mort de Johnny, enfin. Voilà, c'est ça, il y a un côté. Maintenant, on a des enterrements qui sont diffusés en direct pendant des heures. Est-ce que c'est quand même relativement nouveau, ça, qu'à la télé Et puis, c'est tout à fait nouveau, vous avez raison. Parce qu'avant, il fallait vraiment que la personnalité soit exceptionnelle. Genre, je pense à l'enterrement de Victor Hugo. Bon, toute la nation s'est mise derrière, mais maintenant effectivement on fait du théâtre, on fait un peu de cérémonie à tout bout de champ pour n'importe qui, et en plus avec cette coutume dont je ne sais pas à l'origine, on applaudit les cercueils. Oui. Moi ça me choque énormément. Bon, avant on applaudissait les artistes, mais là on applaudit les cercueils, y compris les cercueils de gens, je sais pas, qui ont été victimes d'un accident de la route. Je comprends pas très bien.
Donc il y a une espèce effectivement de fascination pour le deuil et l'enterrement qui n'a pas de sens politique. Quand vous faites une cérémonie pour Victor Hugo, c'est politique. Victor Hugo a fait 20 ans d'exil pour protester contre Napoléon III, il a payé de sa personne, il a donné les droits d'auteur des Misérables aux communards. Bon, il y avait un symbole politique, mais aujourd'hui, toutes ces grandes cérémonies, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday, alors on met les deux sur le même plan, bon voilà, peut-être des questions. On fait ça aux Invalides en même temps. Les Invalides, normalement, c'est pour les victimes de guerre, les soldats tombés au front. On ne peut quand même pas considérer que Jean d'Ormesson soit un soldat tombé au front. Donc tout est mélangé dans une très grande confusion mémorielle dont on peut quand même penser qu'elle a un effet dépolitisant, anesthésiant, et en tout cas pas du tout constructif. Et Jaurès, comment il a été il y avait du monde derrière lui. Ah bah ça a été un drame national, Jaurès. Et puis après, il y a eu le débat. Alors le problème, c'est que Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914 et qu'immédiatement derrière, il y a la déclaration de guerre avec l'Union nationale. Donc l'émotion populaire a été embarquée dans ce qu'on appelle l'Union sacrée. Et puis le déclenchement de la guerre, et c'est qu'après l'armistice de 1918 qu'on a pu effectivement accorder à Jaurès la place qui était la sienne, surtout que toutes les pronostics faits par Jaurès se sont révélés vrais. Il avait dit que cette guerre serait une boucherie au profit des vendeurs d'armes et des capitalistes. Et après, il y a eu tout un débat, le transfert au Panthéon. Je crois que c'est le cartel des gauches qui a transféré Jaurès au Panthéon en 1924. Mais voilà, ça peut peut-être intéresser vos auditeurs. L'assassin de Jaurès, Raoul Villain, est toujours innocent de la justice parce qu'il a été jugé en plein moment où la guerre a été déclenchée, donc dans un climat absolument pas serein. Et peut-être qu'on pourrait... Il s'est sauvé, mais il a été rattrapé quand même. Voilà, par les républicains espagnols, peut-être une justice. Une justice qui s'est faite à l'ancienne. On va parler un peu du rôle des médias, parce que les médias, c'est quand même eux qui diffusent l'information. Alors, est-ce que, vous le dites à la fin, est-ce que on a l'impression, quand on est sur Internet, d'être beaucoup plus informé qu'avant avec les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont fiables? Est-ce qu'on peut penser qu'on a plus d'informations qu'avant, qu'on est mieux informé? Il y a beaucoup de façons de répondre à votre question. La première, ce serait de dire que beaucoup de gens se croient informés parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, les réseaux sociaux, par définition, c'est le tout venant. Donc il faut effectivement que les gens fassent le tri, notamment le tri des sources, regarder d'où vient une information, et si c'est vraiment une information et pas une simple rumeur. Donc il y a un travail de mise à distance à faire. La deuxième manière de répondre à votre question, c'est de constater que les réseaux sociaux ne sont pas en eux-mêmes le problème. Parce que moi je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'un outil est négatif en lui-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et on pourrait très bien imaginer une utilisation progressiste des réseaux sociaux, une utilisation intelligente des réseaux sociaux, c'est-à-dire qui impliquerait une mise à distance. Personnellement, c'est un travail que je fais sur moi-même, c'est-à-dire je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne partage jamais quelque chose que je n'ai pas vérifié. Alors peut-être qu'il m'est arrivé de commettre des erreurs, comme tout le monde, mais je fais un travail de vérification. Qui m'envoie ça? Et j'utilise les réseaux sociaux avec parcimonie. Je n'écris que quand j'ai quelque chose à dire. Je prends le temps de l'écrire, de le vérifier. Et par exemple, concernant les Gilets jaunes, j'ai passé une grande partie des derniers jours à vérifier les images qui m'arrivaient des manifestations et ensuite diffuser celles des images qui me paraissaient les plus justes. Donc, pour résumer tout ça, je pense qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux, à condition de faire preuve d'esprit critique
et de mise à distance, et qu'on peut par ailleurs diffuser des informations à condition d'être honnête soi-même, de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de ne pas diffuser n'importe quoi et de respecter ceux qui vont recevoir ce qu'on envoie en écrivant correctement et en faisant un travail de vérification et de mise en forme. Alors comment savoir si c'est une rumeur ? Il y a toujours eu des rumeurs, je veux dire depuis l'Antiquité. Oui. Non mais se dire, on se focalise sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un effet d'accélération, mais c'est un phénomène. Vous souvenez-vous la rumeur d'Orléans, le livre, c'est pas Edgar Morin qui avait fait ça, enfin je sais plus. Bon, donc c'était quoi ? Donc, il y avait une rumeur il y a 40 ou 50 ans que dans les boutiques d'Orléans, les femmes qui rentraient dans les cabines d'essayage disparaissaient victimes de la traite des Blanches. C'était n'importe quoi. Et donc il y a un sociologue, je suis pas sûre, je crois que c'est Edgar Morin, mais je suis pas certaine, qui a étudié l'origine de cette rumeur et surtout sa propagation. Donc tout ça pour dire que des rumeurs, il y en a toujours eu. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Voilà. Donc je me souviens, j'étais enfant et j'osais plus rentrer dans une cabine d'essayage, mais pas qu'à Orléans, partout. Voilà. Et il y avait aussi la rumeur que j'ai entendue quand j'étais enfant également, que à Paris, il y avait des voitures qui s'arrêtaient et qui enlevaient les femmes sur les trottoirs. Toujours traite des blanches. Bon, donc c'est un phénomène social qui, en général, est lié à des périodes d'inquiétude, d'angoisse, qui rendent les gens réceptifs à ce qui traîne, aux informations qui traînent. Alors, c'est pas systématique, mais souvent vous pouvez trouver une corrélation entre une rumeur ou la propagation d'une rumeur et l'inquiétude, l'ambiance sociale. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le devoir de notre société, surtout des sociétés développées, le devoir aussi de nous, journalistes, c'est d'inciter les gens à réfléchir. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on baigne dans une ambiance qui désincite les gens à réfléchir. On les incite au contraire à cliquer le plus vite possible, à faire des commentaires, y compris sur des choses qu'ils ne connaissent pas, à réagir dans la seconde. On a l'impression que tout est urgent, qu'il faut avoir un avis sur tout, qu'il faut le propager à toute vitesse. Et donc, on n'incite pas les gens à exercer leur faculté de juger. On n'incite pas les gens à exercer leur esprit critique. Et c'est absolument nécessaire et urgent de retrouver cette capacité à mettre à distance, à dire non, là écoutez, vous me posez une question, je n'ai pas de réponse, je vais prendre le temps de la réflexion et je reviendrai. Et donc il faut être en mesure, individuellement et collectivement, de suspendre son jugement, de ne pas céder à cette fausse dictature de l'urgence et à exercer son esprit critique, sa jugeote, avant de se prononcer sur quelque chose. Alors dans les médias, je pense que vous dites que, moi je pense par exemple à la presse papier parisien ou aujourd'hui en France, c'est que des faits divers, les plus horribles les uns que les autres. On a l'impression qu'on vit vraiment dans une société folle. Et 72%, je pense que c'est le chiffre que j'ai trouvé dans votre livre, 72% de plus de faits divers négatifs. Comment se fait-il que les gens continuent à acheter des livres comme ça, des journaux comme ça ? Est-ce que finalement les lecteurs ont besoin de ça ? Alors, c'est l'association Acrimed, Association Critique Média, qui a étudié la propagation des faits divers dans les médias et qui constate effectivement la place de plus en plus grande occupée par les faits divers dans les médias, tous médias confondus, c'est-à-dire télévisés et imprimés ou radio. Et alors du côté des médias, l'invasion des faits divers correspond à une espèce de facilité. C'est beaucoup plus facile de jouer sur la corde émotionnelle, sur la corde sensible, en racontant des faits divers tragiques, que d'aller sur le terrain faire une enquête ou un reportage qui va expliquer des choses qui peuvent parfois être difficiles. Donc les médias cèdent à la facilité et puis au sensationnalisme, en se disant que en mettant en une des faits divers tragiques, ils vont faire pleurer les gens et que du coup ils vont faire de l'audience ou de l'audimat. Donc là les médias... Mais ça marche. Alors ça marche. Ça marche parce que les gens ils reviennent, ils en reveulent. Alors là effectivement ça marche et ça marche pas. Ça marche parce qu'effectivement vous voyez que par exemple BFM TV, tout le monde continue à écouter, les gens achètent Le Parisien. Mais en même temps on peut mettre des bémols. Le premier bémol, c'est que les médias sont de plus en plus discrédités. On le voit dans les manifs, donc il y a bien une raison à ça. Ils ne sont pas discrédités pour ça. Ils sont discrédités pour une autre cause. On pense qu'ils sont à la solde du pouvoir et qu'ils n'ont pas le droit ils sont plus libres. On pense qu'ils ne disent plus la vérité.
Alors, je fais partie des gens qui partagent cette critique. Les médias dominants sont effectivement souvent de simples relais de ce qui traîne dans les milieux dirigeants. Mais on ne peut pas exclure une critique globale des médias. Et c'est le deuxième point vers lequel je voulais arriver. Moi, je travaille au Monde diplomatique. On est un journal exigeant, qui fait des articles longs, compliqués, et c'est un journal qui marche. Vous savez que la presse est sinistrée, que les journaux se cassent la figure les uns après les autres. Le Monde diplomatique, journal exigeant, difficile, lui marche très bien, c'est-à-dire nos ventes montent, on a de plus en plus d'abonnés, on a même franchi pour la première fois le cap des 100 000 abonnés, et on marche aussi bien en version imprimée que en version numérique. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une demande. Il y a des gens qui lisent. Voilà, il y a des gens qui lisent et qui réclament une presse exigeante. Donc, et indépendante. C'est-à-dire nous, effectivement, comme nos statuts nous protègent et que les lecteurs nous suivent, on écrit littéralement ce qu'on veut et on peut se permettre de critiquer le pouvoir, ce que nous ne nous privons pas de faire tous les mois. Cécile Robert, est-ce que nous-mêmes, de temps en temps, on n'utilise pas cette stratégie pour... qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous-mêmes? Est-ce que de temps en temps, c'est pas nous-mêmes qui utilisons cette stratégie? Par exemple, une femme qui pleure, elle va peut-être plus facilement obtenir ce qu'elle veut. L'émotion n'est pas négative, hein. Il ne s'agit pas du tout de rejeter l'émotion. Il s'agit de remettre l'émotion à sa place. Donc individuellement, bien sûr que nous vivons des émotions, et encore heureux qu'on vit des émotions, qu'on pleure, qu'on est triste, qu'on est joyeux, qu'on est en colère. Ça fait partie du sel de la vie. Après, comme vous le suggérez, qu'il puisse y avoir dans certains cas une dimension manipulatoire, ça aussi, ça fait partie de la vie. Le problème, c'est quand la manipulation devient un outil politique. Quand on voit par exemple certains grands meetings politiques, on voit bien qu'il y a de la manipulation de l'émotion de masse. C'est quand on perd son libre arbitre, son esprit critique, et qu'on est animé de mauvaises intentions qu'il y a un problème. Sinon, effectivement, l'émotion, non seulement on en a besoin, mais elle peut être utile. Vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure. Heureusement qu'ils se sont mis en colère, et heureusement que cette colère est ressentie positivement par une grande partie des Français, parce que la situation des gilets jaunes est absolument inacceptable, la misère, le chômage. Heureusement qu'ils se mettent en colère. Donc voilà, c'est cette alchimie-là qu'il faut retrouver, que les émotions soient à leur place, mais là, typiquement pour les gilets jaunes, le défi, c'est comment transformer leur colère en transformation politique. Comment leur colère peut-elle devenir un outil pour obtenir le respect de leurs droits fondamentaux, leurs droits sociaux, leurs droits politiques, le respect de leur dignité et de leurs droits de citoyens. C'est ça le défi. Et le défi, c'est qu'ils ne veulent pas de leader, parce qu'ils veulent plus la stratégie du pouvoir, qui c'est pas la stratégie de l'émotion. Donc c'est un peu compliqué, ils veulent aller vers une autre société. Et ça, c'est un gros défi. C'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui pensent que, vu la profondeur de la crise politique et sociale en France, il faut élire une assemblée constituante en France pour changer complètement notre régime politique, qui est complètement bloqué, qui est pourvoyeur d'inégalités, qui ne respecte plus, qui n'est pas représentatif du tout. Je crois que la Ve République a fait son temps, donc il faut élire une assemblée constituante pour changer de régime, changer nos institutions, les règles du jeu politique, le rôle des partis politiques, éventuellement les engagements internationaux de la France, puisqu'il y a aussi la question de l'Union européenne, et il faut le faire d'urgence, parce que là on s'enfonce dans la crise au détriment des droits de chacun, et puis au détriment des intérêts nationaux aussi. Troisième et dernière partie de cette émission sur l'antenne du DFM, sur le 98 de la bande FM, avec Cécile Robert. Alors est-ce que la France n'est pas un laboratoire ? C'est-à-dire que ce qui se passe en France par rapport aux autres pays,
est-ce que la France ne serait pas comme un laboratoire et que les autres nous regarderaient, ou si on part de la théorie du complot, tout ça, ça serait manigancé, donc on serait un laboratoire. Mais si on regarde les choses vis-à-vis du monde, des citoyens du monde entier qui nous regardent, est-ce que ça peut pas être contagieux aussi? C'est-à-dire cette stratégie de l'émotion, elle n'est pas uniquement dans notre pays à nous. Cette émotion, elle peut être ressentie dans les pays étrangers, au même titre que nous, lorsqu'on regarde ce qui se passe, je sais pas, en Argentine, ou ce qui se passe... Souvent, la France a été dans l'histoire un exemple. Hein. La Révolution française de 1789 a été et c'est toujours, d'ailleurs, on le sait, les Français ne le savent peut-être pas, mais c'est toujours un symbole dans le monde entier. Mais c'est pour ça que souvent, les gens jouent la Marseillaise à l'étranger comme symbole révolutionnaire. C'est pour ça que je me dis que quelque part, si la France cède, c'est-à-dire si la France... c'est bien que la France, elle tombe en premier quelque part. Parce que c'est tout le symbole de la fraternité, de l'égalité. Là, elle tombe pas, elle se redresse. Elle se redresse. Là, elle se redresse et la colère des Gilets jaunes, semble-t-il, fait des émules à l'étranger, en Belgique, en Allemagne. Il y aurait, semble-t-il, des mouvements de Gilets jaunes dans ces pays à l'image de ce qui se passe en France. Donc il y aura un effet au contraire pédagogique, l'utilisation de l'émotion positive que peut être la colère quand elle est tournée contre les injustices sociales. Là, du coup, il y aura un effet pédagogique pour les autres peuples. C'est contagieux. Voilà, positivement contagieux en l'occurrence. Puisque là, je crois que tous les peuples sont confrontés aujourd'hui aux dégâts de la mondialisation libérale. Hein. Les inégalités qui explosent, des richesses invraisemblables qui s'accumulent à un bout pendant que la misère s'étend à l'autre bout. C'est absolument inacceptable. Alors là, vous parlez quand la victime supplante le héros, ça c'est aussi hyper intéressant. C'est que maintenant, le fait d'être une victime, cette victime, elle a tous les pouvoirs, elle a tous les droits, elle devient un super-héros. La victime est devenue une figure centrale dans nos sociétés. C'est bien d'être victime. Voilà, il est parfois plus avantageux de se présenter comme victime que comme, je ne sais pas moi, militant d'une cause. La victime de quoi que ce soit d'un fait divers, d'une maladie, est portée au nu, c'est-à-dire une espèce de caricature. La victime est forcément parfaite. Et on lui doit des choses. Alors attention, là aussi, ne caricaturons pas. Il est bien évident que quelqu'un qui a été victime d'un criminel, qui a été agressé, par exemple, doit obtenir justice et doit être traité avec dignité par la police et par la justice. On est bien d'accord. Alors, là où on peut s'interroger, c'est la place centrale qu'occupe la victime au détriment du reste. Par exemple, Éric Dupond-Moretti, dans sa préface, raconte comment maintenant, dans les procès, on accorde beaucoup de temps à l'expression de la parole de la victime, alors que ça ne contribue pas forcément à établir la culpabilité de la personne accusée. C'est-à-dire, à la nécessité d'écouter la victime, parce que c'est quand même pour elle qu'on juge, se substitue une espèce d'ostentation, d'expression ostentatoire de la souffrance de la victime, qui ne contribue pas du tout à la manifestation de la vérité, et qui peut même, dans certains cas, perturber la justice, parce que les jurés et les juges se trouvent tellement émus par la souffrance de la victime qu'ils ne peuvent plus juger sereinement la personne accusée. Donc là, on est passé de la nécessaire reconnaissance de la victime à une exagération de son rôle dans le procès et dans la construction et l'exercice de la justice. Et il y a aussi tout le côté psychologique où on met en place des cellules psychologiques, y compris pour les juges maintenant. Ça, c'est fou quand même. Ça prouverait qu'avant, les juges n'étaient pas capables de juger d'une manière sereine. L'une des expressions effectivement de cette dictature de l'émotion, c'est la psychologisation tous azimuts. Maintenant, on met la psychologie à toutes les sauces, y compris parfois complètement absurde. Lorsque Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget, avait été pris la main dans le sac, on avait découvert qu'il avait des comptes clandestins à l'étranger, eh bien, on a convoqué des psychologues pour expliquer pourquoi il avait caché des comptes en Suisse, complètement crétin, et bien évidemment, en Suisse, je ne sais pas si c'était en Suisse, pardon, en tout cas c'était à l'étranger, et bien évidemment, quelqu'un qui dissimule des comptes ne va pas raconter sur tous les toits qu'il a fait, et donc il va mentir. Donc l'intervention du psychologue est complètement idiote. Et maintenant, quand vous avez des débats politiques, on va aussi faire intervenir des psychologues. Par exemple, lorsque Nicolas Hulot
a démissionné, c'était de son poste de ministre de l'Environnement. C'était une démission très politique. Il avait fait un raisonnement politique, il a considéré qu'il ne pouvait plus rester ministre. Eh bien, au lieu de débattre sur ce geste politique, on a fait intervenir des psychiatres, des psychologues qui nous expliquaient que M. Hulot avait des problèmes psychologiques, était émotif, etc., pour en fait anesthésier son geste politique. Donc voilà, la dictature de l'émotion, c'est aussi une psychologie mal placée qui va dépolitiser un débat, comme par exemple la démission de M. Hulot. Ou la démission de M. Macron. Ou celle éventuellement. Alors, les responsables politiques s'abritent derrière les références émotionnelles lorsqu'il s'agit donc de masquer leur impuissance ou de justifier, comme si elles relevaient de la fatalité, les mesures impopulaires qu'ils s'apprennent à prendre. Ça, on en a eu, les mesures impopulaires ces derniers temps. C'est vrai qu'on a été confrontés, ou des sobriquets aussi, c'est-à-dire ce qu'a fait Emmanuel Macron en se moquant du peuple, c'était vraiment pour que l'émotion arrive, cette émotion de colère. Je ne pense pas qu'il l'ait fait par hasard. Ça serait très difficile d'analyser ça, parce qu'on n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que des responsables politiques comme Emmanuel Macron, mais avant lui, par exemple, Nicolas Sarkozy aimaient bien expliquer leur politique en racontant des histoires. Nicolas Sarkozy nous faisait ce que les sociologues appellent du storytelling, pour expliquer par exemple une politique sécuritaire, vous racontez l'histoire d'un petit vieux qui a été agressé dans son appartement. Et donc vous faites appel à l'émotion pour empêcher les gens de réfléchir sur la pertinence de la politique sécuritaire que vous allez mettre en œuvre. Et là, M. Macron l'a fait pour justifier les mesures fiscales qu'il a prise en début de mandat et contre lesquelles les gens se révoltent, en disant mais vous comprenez, et puis tous ces efforts, tous les efforts qui sont faits par les PME, les entreprises, tous ces gens qui se tuent au travail, ils ne sont pas respectés, et c'est donc pour ça, on voit pas le rapport, qu'il faut supprimer l'ISF et taxer encore plus les catégories populaires. Donc il a effectivement utilisé de cette corde de l'émotion pour nous empêcher de réfléchir à la pertinence de sa politique fiscale en utilisant des images, le petit patron qui souffre, bon c'est peut-être vrai qu'il souffre le petit patron, c'est pas le sujet, hein, mais de là à en tirer l'idée qu'il faut supprimer les impôts pour les riches, et voilà, c'est complètement absurde. Mais effectivement, les hommes politiques dissimulent des choix économiques ou fiscaux derrière un recours à l'émotion, au storytelling, à l'image, pour nous empêcher de réfléchir en fait. Est-ce que c'était Nicolas Sarkozy qui, malgré le fait qu'il prônait une politique policière, avait retiré plein de policiers, c'est-à-dire que c'était le même. Il avait diminué les moyens de la police et ça lui a été reproché. Oui. C'est invraisemblable. C'est ce qu'on disait, que l'émotion constitue également un terreau extrêmement favorable au discours pétri de fausses évidences et autres mensonges du populisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission, Anne-Cécile Robert? D'abord, pourquoi vous avez écrit ce livre sur l'émotion? J'ai écrit ce livre justement pour rendre évident un phénomène que sans doute beaucoup de gens ressentent, cette invasion de l'émotion. Et c'est parfois les échos que j'ai de ceux qui ont lu le livre, est ressenti et suscite le malaise. Donc le premier objet du livre, c'est de dire, d'essayer de mettre noir sur blanc ce phénomène pour évidemment, deuxième objet du livre, inciter à réagir. Et le dernier chapitre du livre, c'est des propositions pour essayer de sortir de cet empire de l'émotion. Oui, c'est-à-dire de ne pas se laisser piéger, parce que même si on n'écoute pas les médias, même si on ne regarde pas la télé, il y a toujours quelque chose qui arrive, et c'est un peu comme une coupe qui est pleine, on en prend de plus en plus. Et je pense qu'à un moment où on s'effondre, ou en larmes, ou comme les gilets jaunes, où on brandit le poing en l'air, parce que finalement il y a de la colère. Donc le tout, c'est de raison garder. Voilà, c'est de retrouver sa capacité d'esprit critique, de jugement, ce qui nécessite de faire peut-être un effort sur soi, pas être aussi souvent devant la télévision, pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, prendre le temps de discuter avec son voisin. C'est intéressant ce qui se passe d'ailleurs avec les gilets jaunes, les gens se remettent à parler. Plus devant la télé, ils se mettent à parler. Donc il y a et on a, je pense, envie tous collectivement
de retrouver notre faculté de juger, parce qu'il nous arrive plein de choses pas forcément positives, et que c'est en exerçant notre faculté de raisonner, en exerçant notre esprit critique et en le partageant avec les autres, qu'on va retrouver les moyens de sortir de cette situation et de retrouver la maîtrise de notre destin, parce que c'est quand même ça que nous recherchons tous, ne plus subir les événements, mais construire collectivement le progrès et l'amélioration du destin pour tous. Les Gilets jaunes se retrouvent, ils partagent les repas, ils partagent. C'est assez étonnant de voir qu'il y a une vraie fraternité sur les barrages des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a des très pauvres, il y a des moins pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Et vraiment cette recherche de liberté. Et les images qu'on voit, ou quand on va discuter avec eux, sont vraiment très sympathiques, contrairement à ce que raconte BFM TV ou autres qui ne parlent que de la violence. La très grande majorité des mouvements de Gilets jaunes est extrêmement pacifique, fraternel, plutôt bon enfant, mais en même temps extrêmement déterminé dans la lutte contre les inégalités et les injustices qu'ils subissent, ce qui est très bien. Je vous remercie Anne-Cécile Robert. Le livre « La stratégie de l'émotion » est publié chez Lux, L-U-X, dans la série Lettres libres. Merci beaucoup. Merci. Ils ont volé nos vies pour nourrir leurs vices, nous ont méprisés jusqu'à la sévice, et dans chaque loi pondue leur intérêt en vue, nous ont appauvris, nous rêvant pendus. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. L'âme de fond, qui va tout balayer pour faire naître le bon. C'est alors qu'un matin le soleil s'est levé, aidés par nos anciens retournés dans leur tombe, aidés par leur mémoire tombée sous les bombes. Nous nous sommes levés pour mieux résister. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui va tout balayer pour faire naître le bon. Ils nous ont tendu des pièges pour mieux nous diviser, mais quand tombe la nuit, que chacun pose sa bûche, dans tous ces feux au rond-point, on éjecte nos bûches, et nos mains se réchauffent sans leur télé à la con. Oh, l'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. L'âme de fond, qui va tout balayer et faire naître le bon. Nous prenons pour des riens, ils ont ravivé la flamme, et même des chaumières sortent les femmes. Nos libertés sont en train de le créer, ce monde nouveau. Nous rentrons dans l'histoire en portant le flambeau. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. L'âme de fond, ouais, qui va tout balayer pour faire naître le bon. Le monde est apeuré, nos enfants nous observent. Oui, mon petit, cette fois, ce n'est pas qu'une grève.
pouvoir au peuple désormais et sans trêve. Le pouvoir au peuple petit pour t'offrir nos rêves. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond qui se soulève comme les queues des bas-fonds. L'âme de fond qui va tout balayer pour faire naître le bon.